Nous laissons Bichkek à sa révolution et Mike à ses affaires. Direction Boston. Nous voulons rencontrer l'auteur du petit livre que tous les révolutionnaires s'arrachent. Il travaille ici, à la fondation Einstein qu'il a créée en 1983. C'est un universitaire qui théorise depuis 40 ans sur la révolution non violente. Il s'appelle Gene Sharp. Il a écrit son livre il y a 15 ans. Depuis que les révolutionnaires serbes en ont fait leur Bible, les traductions se multiplient. Je n'en reviens pas. Il a déjà été traduit en 21 langues. Et il n'en finit plus de se répandre. Son livre « De la dictature à la démocratie » est un véritable mode d'emploi de la révolution pacifique, avec des recettes simples comme « Comment fraterniser avec la police, pilier de toutes les dictatures ». Par exemple, en Serbie, l'opposition a appliqué à la lettre nos conseils. Et ils ont procédé par étapes pour neutraliser l'armée et la police, pour que le jour de la révolution, la répression soit moins brutale. 2 ans avant la chute de Milosevic, des garçons et des filles de 14 ans envoyaient des colis avec de la nourriture aux policiers pour affaiblir leur morale et leur soumission à Milosevic. Plus tard, les leaders de la révolution ont contacté des officiers supérieurs du régime pour négocier, pour que le jour J, les cordons de police se brisent et laissent passer les manifestants. Et c'est ce qui s'est passé. Mais l'homme de l'ombre, celui qui, depuis la révolution serbe, répand livre en main les bons conseils de Gene Sharp sur le terrain, n'a rien d'un universitaire. C'est un ancien militaire que nous cherchons à joindre depuis 4 mois. Il s'appelle Bob Elvey, parle rarement aux journalistes, mais nous a promis d'être là aujourd'hui. Vous travaillez avec Robert Elvey, non? Oui. Il est là? Oui, il est là. Regardez, c'est lui, Bob Elvey. Bob Elvey a passé 30 ans dans l'armée américaine comme officier d'infanterie. Il a participé à la formation de l'opposition birmane, alors il sait exactement comment affaiblir une armée et désorganiser un pouvoir. Il faut s'attaquer aux piliers du pouvoir, l'armée, l'administration. Il faut leur faire quitter le camp du régime autoritaire et les amener dans votre propre camp. Il ne s'agit pas de les détruire, mais de les retourner, de leur faire comprendre qu'il y a une place pour eux demain dans un gouvernement démocratique. C'est l'Institut du sénateur républicain McCain, celui qui finance l'imprimerie de Mike Stone à Bichkek, celui qui sermonne le ministre kirghize, qui 2 mois avant la chute de Milosevic a demandé à Bob Elvey d'aller dispenser ses conseils aux jeunes Serbes. Nous sommes allés à Belgrade retrouver Srdja Popovic, un des tout premiers à avoir suivi le stage de Bob Elvey. Ce leader de la révolution serbe dirige aujourd'hui un café branché de Belgrade. On a rencontré Bob Elvey en avril 2000. On était déjà une vraie force d'opposition au régime, mais son expérience nous a beaucoup aidés, ça a été décisif. Ce qu'il nous a appris, c'est qu'il faut sélectionner des personnes dans le système, comme par exemple la police, puis leur envoyer constamment le message que nous sommes tous des victimes, eux comme nous. Eux, ils sont des victimes parce que ce n'est pas le rôle de la police d'arrêter des gamins de 13 ans. L'une des premières choses qu'on a appris, c'est d'être visible le plus possible. Il faut choisir un symbole. Nous, c'était le point fermé. En Ukraine, c'était la couleur orange. Ça, c'est l'outil de communication. Ensuite, on passe à l'action publique, aux manifestations. Comme ça, on mobilise les masses parce qu'il faut beaucoup de monde pour gagner une bataille. Une méthode redoutablement efficace. 3 mois après le stage organisé par Bob Elvey, le régime de Milosevic tombe. Depuis, les Serbes sont devenus les VRP de la méthode Elvey. Ils exportent leur savoir-faire partout où on rêve de révolution. Ce sont eux qui ont aidé les Géorgiens à chasser Edouard Shevardnadze du pouvoir. Ce sont eux qui ont aidé à préparer la révolution orange. La méthode est toujours la même. 2 mois avant les élections, des stages discrets sont organisés pour former des leaders étudiants. Nous sommes allés en Ukraine où nous avons retrouvé des images d'un de ces stages. Nous sommes 2 mois avant la révolution orange. Les élèves sont ukrainiens et rêvent de révolution. Les professeurs sont serbes et ont déjà mené à bien la leur. Il faut que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que beaucoup de gens veulent vous aider à l'extérieur.
qu'ils connaissent votre douleur, qu'ils vont tout faire pour que vous viviez un jour dans un pays démocratique, dans une Ukraine libre. On leur a appris comment créer leur organisation, comment faire de leur mouvement une véritable marque, comment créer des logos, comment faire passer des messages, comment recruter du monde, mobiliser les gens autour de leur cause et bien sûr comment trouver de l'argent. Autres intervenants pendant ces stages, les représentants des organisations américaines. Ce sont eux qui payent les Serbes pour intervenir ici. Ceux-là appartiennent à la fondation du sénateur McCain et à Freedom House. Le pouvoir est convaincu qu'il va encore s'en sortir en trichant, que personne ne les regarde. Il faut que l'on change cela, qu'ils sachent qu'on les observe. Vous avez tous déjà vu Spider-Man, Batman ou Superman. Bon, à chaque fois, il y a un personnage que personne ne voit, qui contrôle la ville, qui observe tout, qui est partout. Et bien, c'est exactement ce qu'on doit faire, être partout et terroriser le pouvoir. 10 jours après ce premier séminaire, les meilleurs éléments sont en Crimée pour un stage plus pratique. C'est ici que les formateurs serbes mettent la dernière touche à la véritable petite armée chargée de mobiliser les électeurs ukrainiens. Nous ne sommes plus qu'à 1 mois et demi des élections. Ce stage est financé par Freedom House, la même organisation qui finance l'imprimerie du Kyrgyzstan. Nous décidons donc d'aller à New York au siège de Freedom House. C'est Adrian Karatnitsky qui, au sein de l'association, est chargé du dossier ukrainien. En passant dans le couloir avant d'arriver dans son bureau, il en profite pour nous donner un petit cours de démocratie. Les pays libres sont en vert. L'Ukraine et la Géorgie sont encore en jaune, c'est-à-dire semi-libres. Car cette carte date de l'année passée, juste avant la Révolution orange. Et puis, ils n'ont pas encore consolidé leurs institutions. Et en bleu, ce sont les pays cibles, les pays qui ne sont pas libres. C'est la Russie, la Chine, l'Iran, l'Arabie saoudite, etc. Pour les Ukrainiens, on a donné une petite bourse de $30 000 pour qu'ils puissent rassembler des centaines d'activistes dans le sud de l'Ukraine, en Crimée. Ils ont été entraînés à l'action civique et à surveiller les élections. En fait, dans les années 50, 60 et 70, ce genre d'activité était mené par la CIA de manière cachée. Cela donnait l'impression que les services de renseignements américains noyautaient les organisations et les partis politiques des pays. Ça faisait passer les mouvements locaux pour des instruments de la CIA. Il a donc été décidé que les États-Unis feraient désormais ce genre d'activité de manière transparente et publique. Et c'est ce qu'on fait avec nos fondations. Et la méthode est efficace. Nous sommes allés le vérifier en Géorgie, une Géorgie qui, depuis la Révolution des Roses en 2003, a basculé dans le camp américain. Cet après-midi, Tbilissi, la capitale, attend la visite du président Bush. Les États-Unis déversent ici plus de $100 millions par an d'aides diverses et possèdent, comme au Kyrgyzstan, une base militaire stratégique. Ici, c'est cet homme, George Soros, le multimilliardaire américain proche du Parti démocrate, qui a aidé les leaders de la Révolution des Roses grâce à sa fondation, Open Society. Kachal Omaya était à l'époque le représentant géorgien de la fondation de George Soros. Depuis, il est devenu ministre de l'Éducation nationale. On a joué un rôle important pendant les élections. L'un de nos programmes, par exemple, c'était d'inciter les gens à aller voter. On a financé toute une série de concerts de rock, distribué des tracts, diffusé de la publicité à la télévision, etc., etc. Tout cela nous a coûté à peu près $300 000.
Là, c'est moi avec Bush père. L'ancien président de Géorgie, Edouard Shevardnadze, lui, n'est plus rien du tout. Chassé du pouvoir, il vit avec ses souvenirs et une certitude. Les jeunes politiciens qui ont pris le pouvoir ont été pour la plupart financés par George Soros, le célèbre milliardaire américain. Je ne sais pas pourquoi il a voulu renverser le gouvernement géorgien. Mais ça n'a pas été une révolution. C'était un coup d'État. C'est vrai, certains dictateurs d'Asie centrale et d'autres pays de l'ex-URSS ne comprennent pas ce que l'on fait. Mais je vous assure que les peuples de ces pays le comprennent parfaitement. L'un des leaders de la révolution géorgienne, c'est Giga Bokeria. Nous l'avions croisé à Bratislava, nous le retrouvons au Parlement de Tbilissi. À 34 ans, il entre et il sort comme il veut de l'hémicycle. C'est normal. Depuis la Révolution, il est devenu le principal conseiller du président géorgien. Mais ce matin, il n'assistera pas à la session parlementaire. À quelques heures de l'arrivée du président américain, il a rendez-vous dans un salon de l'hôtel Marriott avec Anatoly Lebedko, un opposant biélorusse qui est venu chercher des conseils pour faire la révolution chez lui. Car comme les Serbes, aujourd'hui les Géorgiens exportent leur expérience révolutionnaire. Petit mode d'emploi en direct. Qui est vulnérable autour du président dans l'appareil d'État? Est-ce qu'il y a des personnes sur qui on peut influer, qui pourraient jouer notre jeu? Oui, ça c'est fondamental. Des personnes au sein même du régime. Des proches du président? Chez nous, tous ceux qui représentent une menace, eh bien notre président Loukachenko s'en occupe. Il les a soit mis en prison, soit fait assassiner, soit exilés. Il ne supporte pas qu'il y ait à ses côtés quelqu'un de plus intelligent que lui, qui puisse lui faire de l'ombre. Oui, on connaît bien ça, c'est un des points communs de tous les dictateurs. Nous aussi, on a connu ça chez nous. Et si on vous donne comme but de distribuer des milliers et des milliers de tracts à travers le pays, c'est possible? Il n'y aura pas trop de pertes humaines? Si, des pertes énormes. Bon, il faut qu'on réfléchisse. Oui, ça risque d'être compliqué. Et pour la récolte de l'argent, vous en êtes où? Pour l'instant, on a surtout un soutien politique et des promesses d'aide. Il y a une décision du Congrès des États-Unis qui doit nous donner plusieurs millions de dollars, mais on attend. La question principale, c'est effectivement l'argent. On va vous aider. On va faire quelque chose pour vous. On va vous donner des recettes pour prendre le pouvoir. Tu crois pas qu'il vaut mieux qu'ils éteignent la caméra? Vous pouvez arrêter de filmer, là? 2 heures plus tard, dans le hall de la Banque centrale, Giga a remis son costume de conseiller. Avant l'arrivée de George Bush, le président géorgien s'apprête à rencontrer les correspondants de la Maison-Blanche. Pour nous, cette visite de Bush, c'est comme revenir sur la carte du monde après 200 ans de colonisation par l'Empire russe et soviétique. Celui qui invite ce soir, c'est lui, Bruce Jackson. Ancien officier de l'armée américaine, il est passé par les renseignements militaires et Lockheed, une multinationale de l'armement. Aujourd'hui, il dirige une fondation appelée sobrement Projet sur les démocraties en transition. En fait, on le retrouve partout où naissent les révolutions de velours. L'homme est discret, pourtant il accepte de nous faire partager sa vision du monde. C'est simple, ce qu'on voit en Russie, ça ne nous plaît pas. Il n'y a pas assez de démocratie et le pouvoir oppresse le peuple. C'est décevant. Ce qu'on voit ici, par contre, ou en Ukraine, eh bien ça nous plaît. Ça correspond à ce que l'on attend d'eux, ce qu'on attend d'une démocratie. Le choix est simple. D'un côté, c'est décevant, de l'autre, c'est excitant. Officiellement, Bruce Jackson n'est pas en tête sur la liste du protocole. Pourtant, quand le président géorgien arrive, c'est lui qu'il salue en premier. Monsieur le Président, laissez-moi vous présenter Brian, de CBS.
Mikhail Saakashvili, 36 ans, est le plus jeune président du monde. Avocat, il a été formé à Harvard. Il doit beaucoup aux États-Unis et il le sait. Après tant d'années d'oppression et de corruption, la Géorgie est aujourd'hui un exemple vivant que la démocratie peut marcher dans cette région du monde. On croit dans les mêmes valeurs que les Américains et on se souvient de ce que les États-Unis ont fait pour nous ces dernières années. On est très heureux de vous accueillir ici. Et depuis qu'il peut compter sur le soutien sans faille des États-Unis, le jeune président géorgien n'hésite pas à s'en prendre directement à l'ex-grand frère soviétique. C'est clair qu'il faut que les bases russes quittent la Géorgie. On veut le faire de manière civilisée, on ne veut pas les pousser dehors. Mais regardez donc les Syriens, ils ont bien quitté le Liban en 3 semaines alors qu'ils avaient 4 fois plus d'hommes que les Russes ici. Tout le monde doit comprendre aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais d'empire soviétique. À quelques pas du président géorgien, Bruce Jackson est très attentif. Je dis quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, continuez, monsieur le président, tout va bien. Allez, c'est bon, laissez le président un peu tranquille, il n'a même pas pu boire un verre de vin. On vous présente souvent comme l'homme de l'ombre de ces révolutions. Oui, je sais, et ça m'attriste que la presse française écrive ce genre de choses. Ce n'est pas ce que je fais. Vous savez, il y a plein de gens du gouvernement ici beaucoup plus intéressants à voir que moi. Fin de l'interview. Bruce Jackson s'éclipse discrètement avec Giga. Nous lui arrachons tout de même la promesse de nous recevoir au siège de sa fondation à Washington. Au centre de Tbilissi, l'ambiance monte. L'arrivée de George Bush est annoncée dans 1 heure et plus de 200 000 personnes se sont rassemblées sur l'ancienne place Lénine, rebaptisée Place de la Liberté. Anatoly Lebedko, le Biélorusse, continue sa tournée des sponsors. Nous le retrouvons dans les bureaux de l'IRA, la fondation du sénateur McCain. Au mur, un t-shirt imprimé par la fondation et qui annonce toutes les dates de la grande tournée des révolutions, avec celles déjà faites et les autres marquées TBD, To Be Done, en français, celles à faire. Les prochains sur la liste, c'est nous, les Biélorusses. Les élections sont prévues en 2006. C'est un beau palmarès, non? Les prochains, c'est vous? Oui, c'est sûr. L'année prochaine, c'est pour nous. Pour sa première rencontre avec George Bush, Anatoly ne fera pas partie des invités qui comptent. Il lui reste une révolution à faire pour prétendre au carré VIP. Il est 15h. George Bush prend la parole pour marteler le même message, toujours et encore. As free nations, the United States and Georgia have great responsibilities, and together we will do our duty. By extending liberty to millions who have not known it, we will advance the cause of freedom. Chez moi, c'est une petite union soviétique et on doit absolument rejoindre le monde civilisé. Et vous pensez que George Bush peut vous aider? Je crois que c'est au peuple biélorusse de décider de son destin, mais c'est clair que vu notre situation, on a besoin de l'aide internationale. C'est essentiel pour nous. C'est une question de survie. Quelques jours plus tard, direction Washington. Après des mois d'attente, Bruce Jackson, le lobbyiste en chef de la Maison-Blanche, nous autorise enfin à venir au siège de sa fondation. Tout sourire, il nous fait visiter le bureau où sont passés tous les leaders des révolutions de couleur. Au mur, des photos de son père, un des fondateurs de la CIA, et puis de George Bush, bien sûr. Sa femme est biélorusse et elle aussi très active. Regardez là, c'est ma femme, avec Candy Rice. Avec qui? Là ici, Candy Rice, et ma femme. Alors elle est comment, Candy Rice? Vous avez l'impression qu'elle vous soutient? Elle est formidable. Elle vient de dire publiquement que la Biélorussie devait devenir un pays libre, qu'il fallait changer le régime, et que les États-Unis allaient tout faire pour obtenir cela. En fait, on a créé un ministère des Affaires étrangères parallèle. Le président biélorusse, Loukachenko, ne peut pas être reçu à la Maison-Blanche, et nous, on peut. Surprise, nous voyons débarquer Giga Bokeria, le leader de la révolution géorgienne.
De passage à Washington, il est venu saluer Bruce Jackson et se féliciter avec lui du démantèlement des bases russes dans son pays, 10 jours à peine après la visite de George Bush à Tbilissi. Regarde, je t'ai apporté un t-shirt historique. Je suis pas sûr de la taille, mais c'est le t-shirt de la révolution géorgienne. C'est un collector, il n'en reste que 12 en Géorgie. Le rendez-vous ici se passe très bien. Tu sais, ils sont très contents de toi ici. Tu fais du très bon travail. C'est bien. Deuxième surprise de la journée, l'arrivée de ces 2 jeunes étudiantes russes opposant à Vladimir Poutine. Elles viennent tout juste de créer un mouvement d'opposition et sont ici pour chercher du soutien. Bruce Jackson ne tient pas à ce que nous restions, c'est sa femme biélorusse qui insiste. Les 2 jeunes Russes sont surprises elles aussi. Elles ne s'attendaient pas à rencontrer le héros de la révolution géorgienne. Vous connaissez Giga Bokharia? Giga, le roi de Géorgie, le héros de la révolution. Enchanté. Si les Ukrainiens ont réussi à se sortir de là, alors pourquoi pas nous? C'est pour cela que c'est très important de rencontrer des gens comme Bruce Jackson ou comme Giga. Ils peuvent nous conseiller, c'est essentiel. En fait, ça se répand dans des pays de plus en plus grands. Ça a commencé dans la petite Serbie, puis la Géorgie, puis l'Ukraine, puis pourquoi pas l'immense Russie. En Russie, c'est une question de temps et bien sûr du prix humain qu'il faudra payer. Jusqu'où le régime sera prêt à aller pour rester en place. Mais je suis certain que ça arrivera. Vous allez les conseiller? Je n'appellerai pas ça du conseil. Je leur parle de mon expérience et de toutes ces recettes que vous connaissez. Après, ils verront bien ce qu'ils pourront faire concrètement chez eux, en Russie. La réunion durera plus d'1 heure, mais hors caméra. Bruce Jackson nous a prévenus, faire la révolution en Russie, c'est-à-dire s'attaquer directement à Poutine, est un sujet trop sensible. C'est pourtant le prochain objectif. 3 jours plus tard, nous décidons d'aller à Moscou retrouver Yulia, l'une de nos étudiantes russes. Depuis que les révolutions s'enchaînent à l'Est, l'ambiance s'est durcie et la police traque le moindre mouvement de contestation. Yulia a installé les bureaux de son tout jeune mouvement ici, au rez-de-chaussée de cette maison du centre de Moscou. Je vais vous montrer la salle de réunion où tous les mouvements de jeunes contre Poutine se rassemblent. L'endroit ressemble à beaucoup de ceux que nous avons vus au cours de notre enquête. Les mêmes bureaux minuscules, les mêmes slogans au mur. Difficile d'imaginer que d'ici peut partir une révolution. Notre mouvement s'appelle Aborona, ça veut dire défense. On est tout jeune, ça ne fait que 2 mois qu'on a fait notre première manif. Voilà notre logo. C'est avec ce drapeau qu'on va au rassemblement. C'est le même que les Serbes, les Géorgiens. On l'a pris comme symbole de lutte commune. Nous, notre objectif principal, c'est lui, Poutine. On en a marre de lui, marre de ce régime policier qu'il a instauré en Russie. Ce matin, les militants du mouvement organisent leur 3e manifestation. Tous ont été arrêtés après la 2e et sortent juste de garde à vue. Les flics nous ont vraiment pris comme cible ces derniers temps. Les OMON, les forces spéciales, nous ont même fichés. Ils ont nos noms et nos photos, et nous montrent du doigt pour nous faire sortir des manifs et nous arrêter. Lena a 21 ans. Elle est étudiante en économie. Toutes ces révolutions de couleurs qui ont lieu dans les autres pays ont crispé le pouvoir en Russie. Le Kremlin parle de la peste orange. Il n'arrête pas de dire, en Russie, il y a le risque de la peste orange. Ils ont vraiment peur. Ces fascistes du Kremlin sont terrorisés qu'il y ait une révolution orange ici. Que le peuple russe se révolte et fasse tomber le régime de Poutine. Finalement, les intimidations de la police ont marché. Ils ne sont qu'un peu plus de 300 à la manifestation, encadrés par les tristement célèbres forces spéciales qui opèrent en Tchétchénie. Il n'y a
pas beaucoup de monde, mais tous les jours, 2 ou 3 personnes veulent rejoindre le mouvement. En fait, on est bien plus nombreux qu'il n'y paraît. La réponse de Vladimir Poutine aux menaces de révolution, la voici. Ils s'appellent les Nashis, ce sont les jeunesses poutiniennes, un mouvement très encadré par le pouvoir russe et créé juste après la révolution orange. À chacune de leurs manifestations, ils sont des dizaines de milliers à faire front contre ce qu'ils appellent le virus révolutionnaire. Au Kremlin, on a même mis secrètement en place un ministère de la contre-révolution. C'est l'éminence grise de Poutine, Gleb Pavlovski, qui en a eu l'idée. C'est un fidèle du pouvoir. Vous savez, les Nashis, ça n'est que la partie visible de la contre-révolution, du Front uni pour Vladimir Poutine. Si on nous y pousse, on pourra activer toutes les armes de ce front, et elles sont redoutables. On va commencer par résister à nos frontières. On ne va pas laisser les États-Unis se mêler de nos affaires. On ne veut pas que l'Amérique soit chez nous, dans notre maison. On ne veut pas que les États-Unis nous apprennent à être russes. Si les Américains décident d'aller jusqu'au bout de leur conquête de l'Est, et si la révolution russe a vraiment lieu, beaucoup prédisent qu'elle aura une couleur toute choisie. Rouge. La couleur de l'affrontement inévitable entre 2 forces que lentement mais sûrement, on est en train de dresser dangereusement l'une contre l'autre.